Les abeilles, ça vient d'où? Ça fait combien de temps? Est-ce que ça remonte à loin, une passion ancienne ou une opportunité? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde? C'est plutôt une opportunité en fait. Moi je suis arrivé pour la première fois en Ariège en 2010 en fait. À la base on partait au Maroc avec ma compagne de l'époque et on est arrivé en Ariège, on n'a pas été plus loin en fait, on s'est arrêté là. Et donc on a fait du woofing, donc on allait travailler dans des fermes en échange du gîte et du couvert en gros à peu près. Et donc on a fait ça pendant 1 an et dans nos différentes expériences en fait il y a eu une première expérience d'apiculture. Et donc à la fin de cette expérience, j'ai reparlé avec la personne chez qui j'avais travaillé et je lui avais dit clairement ce ne sera jamais mon métier, quoi. Donc il y a eu ça, donc après on est remonté dans notre région d'origine. Moi je suis originaire de la région nantaise. Et en 2016 on est venu définitivement s'installer ici. Donc moi j'ai passé 2 ans avec ma fille parce que je voulais vraiment passer un moment avec elle tant qu'elle était petite. Et après il a fallu que je retrouve du travail. Moi je travaillais dans l'industrie à l'origine, donc ici c'est pas vraiment un secteur industriel. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai fait un peu de bâtiment, ce qui m'a moyennement plu. Et j'ai revu la personne chez qui j'avais eu ma première expérience et qui m'a proposé de faire la saison avec lui. J'ai dit allez, pourquoi pas, quoi. Et donc j'ai fait cette saison avec lui et à la fin de la saison en fait, je me suis dit en fait il faut que je me lance là-dedans, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime bien les insectes à la base, comme ça. Donc, Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? L'abeille, c'est à la fois attirant et un peu inquiétant. Alors pour les citadins par exemple que nous sommes, autant on aime le miel, autant on aime savoir qu'il y a les abeilles, autant les approcher et vivre et travailler avec elles, c'est peut-être plus difficile et plus inhibant. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche? Ce qui me plaît, c'est justement, c'est quand même un des rares animaux où on peut rentrer à l'intérieur, puisque moi je vois la colonie comme un animal unique en fait. Et le fait de pouvoir voir l'intérieur de ça, de les observer, d'en comprendre ce on comprend, parce qu'on comprend très peu de choses à la finale. Mais voilà, de s'en occuper, de les faire vivre, de les voir grandir, de les voir... enfin voilà, ouais. Et avoir retiré un produit naturel et extrêmement simple. Voilà, le miel, ça a quand même cette particularité, c'est que c'est presque un fruit qu'on va cueillir, quoi. On n'a aucune action dessus, c'est pas comme du fromage ou des choses où on va faire une fermentation, des choses comme ça. Là c'est de la cueillette, quoi, entre guillemets. Et donc ce côté-là, il est assez beau, je trouve, dans l'apiculture. Et dans le rapport de l'homme à l'animal, d'ailleurs, pour le coup, effectivement, c'est la cueillette, il y a une espèce de collaboration pacifique entre l'homme et l'animal qui est assez unique. Oui, mais comme dans tous les métiers d'élevage, j'ai envie de dire, quoi. Moi, j'ai fait un peu de travail justement avec des vaches et tout, et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, on a une collaboration qui est aussi assez importante, quoi. Après, avec les abeilles, on n'a pas très peu de contact, en fait. On n'a pas... Voilà. Donc c'est vraiment un métier d'observation, faut savoir observer, ouais, c'est beau, quoi, à regarder, quoi, en fait, tout simplement, et d'être curieux et toujours d'avoir cet œil un peu enfantin, entre guillemets. Donc, des fois on lève un cadre et là on se dit waouh, c'est un tableau, quoi. C'est vraiment de toute beauté, quoi. Quand c'est parfait et c'est beau. Voilà. Comment ça se passe alors? Plus particulièrement on va dire le cycle d'une récolte. Si on peut partir sur ce principe-là, ouais. Le cycle d'une récolte, comment ça commence? Ça commence actuellement. Donc là, on est début mars. Donc on va commencer par faire un suivi de nos colonies. C'est-à-dire qu'on va les visiter une par une, regarder s'il n'y a pas des maladies, voir si elles sont en forme, rajouter des cadres s'il faut, en enlever, voilà. Faire que la colonie elle soit prête à se développer, en fait, quoi. Après, on a les premières floraisons qui vont justement permettre ce développement des colonies. Donc les colonies elles vont se mettre à grossir, hein. On passe en gros 20 000 individus dans une colonie, on peut monter à 60 à 80 000. Là on est au printemps? Là on est plutôt à début d'été, quoi, quand on a des populations comme ça. Donc voilà, nous on va essayer d'accompagner ça en fait. On va vraiment chercher à faire que la colonie puisse se développer correctement, qu'elle ait de la place, et qu'elle puisse bien se développer, quoi. Et à partir de... Bientôt, là, d'ici 3 semaines, 1 mois, on va commencer à poser des hausses. Donc c'est des parties qu'on rajoute sur les corps de ruche, quoi. Et en fait, nous, tout ce qu'on va récolter, ça va être là-dedans. Le corps de la ruche, la partie basse, c'est vraiment que pour l'abeille. Donc elle va stocker son miel, son pollen, élever ses enfants, enfin ses petites abeilles, entre guillemets.
dedans, et nous on ne va pas y toucher à ça, quoi. Aussi on va contrôler, on va regarder, mais on ne va jamais prélever du miel à l'intérieur, quoi. Uniquement dans la partie haute. Uniquement dans la partie haute, voilà. On a une grille entre les deux pour que la reine ne monte pas et qu'il n'y ait justement pas de couvain à l'intérieur. Et voilà. Et là donc la récolte. Et là après, une fois que les hausses sont pleines, en fonction des floraisons, parce que nous on va suivre la nature justement. Là actuellement on est sur la floraison du prunus, un peu le saule marceau. Donc ça c'est des mielées, les premières qu'on ne récolte pas vraiment juste ça. On va les mélanger avec le pissenlit, le merisier, l'érable. Et après, en fait, on va commencer à récolter juste avant l'acacia, parce que là, on veut avoir que du miel d'acacia dans la hausse. Donc on va retirer les hausses, on va remettre des hausses vides, et on va pouvoir sélectionner un peu les miels qu'on veut, comme ça. Donc on sélectionne les miels en fonction des floraisons. Ouais. Et ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un rythme absolu avec la nature, parce que quand vous dites on mélange, c'est-à-dire on peut mélanger, on peut laisser plusieurs miels issus de plusieurs soules. Traditionnellement, l'apiculture, on mettait des hausses toute la saison et on récoltait à la fin de la saison. Mais on avait un miel toute fleur, voilà, général. Alors que nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est avoir des miels un peu typés, donc de l'acacia, donc du tilleul, du châtaignier, de la ronce. Voilà, donc on va emmener les ruches à un endroit précis, à un moment précis, pour obtenir le miel qu'on veut, quoi. Le débat sur la raréfaction de l'abeille, c'est quelque chose que alors, on est peut-être dans un contexte différent, mais est-ce que vous percevez effectivement une raréfaction ou une baisse de la population ? Alors nous, on a la tête dedans toute la journée, donc dire qu'on n'en a pas, c'est compliqué. Ce qu'on observe par contre, c'est que nos colonies, on a de plus en plus de mal à les maintenir, en gros. Et on a beaucoup plus de pertes. Dans les années 80, si on perdait 10% de nos colonies, c'était déjà énorme. Aujourd'hui, des fois, on a 30%, 40%, 50%. C'est allé en 2015, ici, je crois que c'était 90% des colonies qui sont mortes, quoi, en fait. Et dû à quelle cause ? Mais c'est ça qui est toute la complexité de la chose, c'est qu'on a beaucoup de paramètres en fait, qui font que l'abeille aujourd'hui est un peu en danger. On a le varroa, qui est un parasite qui est arrivé ici dans les années 90, je crois, un petit peu avant. Et donc qui est un parasite de l'abeille qui va en fait manger les corps gras de l'abeille. Et donc il va baisser ses défenses immunitaires, ce qui fait que ça peut détruire des colonies, quoi. Donc on est obligé de faire des traitements pour sauver nos colonies en fait. On a bien sûr le problème des pesticides, qui est quand même quelque chose d'assez important. Moi j'ai eu l'année dernière une intoxication où je suis arrivé dans un rucher et c'est tapis d'abeilles, tout le sol du rucher sur 3 mètres aux alentours, c'est noir d'abeilles. Donc ça existe, il faut pas... Enfin, c'est clairement un problème. Après on a aussi le climat. Aujourd'hui, le fait d'avoir ces changements de climat, ça fait que les floraisons ne sont pas toujours dans des périodes où les abeilles peuvent aller dessus. Typiquement, là, on a une floraison cette année très précoce sur les prunus et il fait trop froid, en fait, les abeilles ne sortent pas. Et même si elles sortent, en fait, il n'y a pas la bonne température pour que l'arbre se mette à faire du nectar, en fait. Donc voilà, on a des problèmes comme ça qui se présentent. On a des étés très chauds, très secs, donc forcément, les arbres, ils ont moins de nectar à disponibilité aussi. On a vu ça sur châtaignier l'année dernière, où on avait des fleurs, mais très peu de miel à la finale est rentré dans les ruches, quoi. Les abeilles, elles sont estampillées Ariège, made in Ariège, elles viennent d'ici. Oui, elles sont toutes nées ici. Mais en gros, ce qu'on sélectionne, nous, c'est les reines. Les reines qui sont les mères de toutes les abeilles de la colonie. Pour à peu près 1500 œufs par jour, une reine. Voilà. Et donc aujourd'hui, ces reines, c'est vrai que souvent elles sont importées de pays d'Europe, d'Europe du Nord, un peu d'Italie, un peu d'Europe de l'Est aussi, un peu d'ailleurs. Et nous, on travaille avec plusieurs collègues, en gros, sur le fait de sélectionner en fait, des abeilles qui seraient plus locales. Donc en gros, on sélectionne sur nos ruches les meilleures et on les reproduit, en fait. Voilà. Pour essayer d'avoir des abeilles qui sont le plus locales possible et éviter de transporter des abeilles à travers la planète, parce que typiquement le parasite que je parlais tout à l'heure, le varroa, il est arrivé par des transferts de ruches comme ça, quoi. Donc la mondialisation, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients à ce niveau-là. Le frelon asiatique aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est présent, il est arrivé aussi par des transports de fleurs, c'est ce qu'on dit souvent, mais voilà. Donc cette relocalisation de la production de rennes, ça peut contribuer à renforcer l'espèce ?
Ou à l'adapter en tous les cas, à l'adapter à nos pratiques, à l'adapter à notre territoire et faire aussi sélectionner des abeilles qui s'adaptent mieux à ces changements climatiques. Comment se répartit l'organisation au sein d'une ruche? Il y a 3 castes, en gros, il y a la reine, il y a les abeilles, les femelles on va dire, et il y a les mâles. Voilà. Donc les abeilles, elles, c'est des ouvrières, voilà. Donc elles font toutes les tâches de la ruche. Dans leur vie, en fait, c'est pas comme les fourmis qui sont spécialisées. Les abeilles, en fait, elles vont faire toutes les tâches au cours de leur vie. Donc elles vont commencer au début par produire de la gelée royale pour nourrir les larves, en gros. Après, elles vont nettoyer. Et après, en gros, il y a une vingtaine de tâches comme ça qui ont été observées, en fait. Et la dernière, c'est le butinage, en fait. Et elle va butiner jusqu'à temps d'en mourir, en fait, tellement elle se fatigue à la tâche, quoi. Elles sont vraiment dévouées à la colonie, en fait. Voilà. Et les mâles, ils ont uniquement un rôle de reproducteur. Ils savent même à peine manger tout seuls, quoi. C'est vraiment, ils se font nourrir par les abeilles, et voilà. Et à la fin de la saison, quand arrive l'automne, les abeilles les virent et, et ils n'en veulent pas pendant l'hiver, quoi. Voilà. Et la reine, qui elle est chargée uniquement de... en gros, elle va sortir qu'une seule fois dans sa vie de la ruche pour aller se faire féconder par les mâles. Elle va rentrer et après, elle va faire uniquement pondre pour maintenir la colonie, quoi. Vous disiez tout à l'heure que c'est tout sauf une reine. Je pense qu'il y a des reines qui sont mieux loties que ça, ouais, parce que si elle n'est pas assez performante, les abeilles n'hésitent pas à en refaire une autre, à la virer, voilà. Elle est plutôt esclave de la colonie, si on regarde bien, que reine, quoi. Elle n'a pas vraiment de choix, en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut observer une forme de langage chez les abeilles? Alors il y a des observations qui ont été faites, la fameuse danse des abeilles en fait qui a été étudiée, je ne me rappelle plus la personne qui a fait cette étude-là. Et en gros, ils ont observé que pour indiquer une source de nectar en gros ou de pollen, les abeilles avaient une danse particulière, donc en gros elles font des 8 sur les cadres. Et en fait, le milieu de ce 8, en fait, le sens dans lequel avance l'abeille, ça va indiquer la direction, quoi. Et en faisant ce 8, elle dandine comme ça un peu, quoi. Et en fait, la fréquence à laquelle elle dandine, ça va indiquer la distance, quoi. Après, bien sûr qu'elles communiquent entre elles, elles ont des antennes, elles communiquent, elles se touchent, voilà. Où est les ruchers d'ailleurs? Ils sont situés dans des espaces, j'imagine, qui sont justement propices à la récolte. Comment vous choisissez les emplacements des ruchers? Alors moi j'ai repris une exploitation, donc c'est vrai que j'avais les ruchers, c'est de l'or, hein, les ruchers, avoir un rucher qui est bien, c'est pas si simple que ça à trouver. Donc souvent ce qu'on fait, c'est on nous fait une proposition, ou nous on trouve un endroit, on va demander au propriétaire, et on va mettre quelques ruches déjà pour le tester une saison ou deux, en fait, voir comment ça fonctionne, si elles n'ont pas trop chaud, si elles ont de l'eau à proximité, si elles ont de la ressource en nectar et en pollen assez facilement. Et donc on teste comme ça, et une fois que le rucher on le valide, et ben après on s'en sert de rucher de saison. Mais un bon rucher de printemps, ça ne va pas être un bon rucher d'été, et ça ne va pas être... voilà. L'eau, c'est un élément nécessaire? Oui, c'est très important l'eau. Aujourd'hui justement en montagne là, donc la montagne ça sèche un peu quand même, vu qu'on a moins de neige et que les sources tarissent beaucoup plus vite dans la saison qu'avant. Et ben on a tendance à mettre des bassines d'eau en fait pour qu'elles puissent avoir de l'eau à proximité, parce que sinon elles peuvent aller boire dans des écoulements d'élevage ou des choses comme ça, et là il suffit qu'il y ait eu un traitement de fait sur les bêtes et ça peut être aussi un problème, quoi. On a parlé de la production, du rapport avec les abeilles, mais évidemment, cette production, ensuite, elle est diffusée, elle est distribuée ici, localement? Oui, moi je vends, j'essaye, l'idée c'était de produire et de vendre dans un cercle de 30 km autour de l'exploitation. Donc voilà, c'est aussi ça c'est un des avantages que j'ai eu avec la reprise, parce que j'avais déjà des points de vente locaux qui étaient en place en fait, quoi. Et donc je vends 95% de ma production en fait localement, quoi. La question finale, est-ce que vous avez un animal fétiche, un animal qui vous accompagne, un animal, alors ça peut être l'abeille ou au-delà de l'abeille, quel est votre rapport au monde animal? Alors mon rapport au monde animal, moi j'aime beaucoup étudier les insectes à la base. Je trouve que c'est vraiment impressionnant cette variété de choses qu'ils sont capables de faire. Je trouve que ça fait beaucoup réfléchir sur plein de choses. Et après, les abeilles, c'est lié à ça. Et après, sinon, dans la vie, non, j'ai pas trop d'animaux. Voilà, j'ai eu des animaux dans le passé, mais aujourd'hui,
j'en ai plus. Vous consacrez à l'abeille? Ouais, voilà, bah, ça me prend beaucoup de temps, j'ai même ma famille à m'occuper, j'ai mon travail, et voilà, et ça me va comme ça.